comme Alex vous l'a dit, je vais vous parler d'économie, donc je sais que là, vous êtes en train de vous dire c'est super, je vais avoir un petit moment pour regarder mon téléphone, checker mes réseaux sociaux, parce que moi, on m'a dit qu'on allait venir parler de sport et d'influence, là, on me parle d'économie. C'est quand même nettement moins fun, oui, c'est vrai, de prime abord, je vous l'accorde. Mais néanmoins, c'est mon métier aujourd'hui de parler d'économie toute la journée et de diriger une rédaction économique. Et c'est une info dont je suis persuadée qu'elle peut être aujourd'hui utile, accessible et surtout positive. Donc, je m'appelle Aurélie Plenex, comme vient de dire Alex. Je suis directrice de la rédaction de Bismart, qui est une nouvelle chaîne d'information économique et financière. Et je vais vous expliquer comment j'en suis venue à parler d'économie, à faire du journalisme économique, et en général, et en particulier du journalisme de solutions. Alors, j'ai croisé tout à l'heure quelques anciens profs de quand j'étais jeune. Je suis sûre qu'ils ne pensaient pas que j'allais faire de l'économie, hein, parce que, bon, on ne va pas se mentir, je partais très très loin. J'ai fait une formation littéraire à Saint-Michel, juste au-dessus, quand ça existait encore. Et puis après, j'ai enchaîné avec une fac d'histoire. Et voilà, dans le but de devenir journaliste, parce que évidemment à 18 ans, on est en fait assez pétri de certitude, donc je voulais être journaliste de presse écrite, écrire au Monde, voilà, c'était tout tracé, facile. Sauf que ça se passe pas toujours comme ça dans la vie. Donc en fait, première année de fac, je commence à être correspondante locale pour un journal qui pourrait s'apparenter à Ouest France aujourd'hui, qui s'appelle à l'époque Vendée Matin. Et j'écris à fond des articles tous les week-ends. Et je trouve ça super et je suis sûre d'avoir trouvé ma voie. Néanmoins, en deuxième année, je me dis, bon, quand même, peut-être un petit peu ouvrir tes chakras, rajouter une petite ligne sur le CV, ce serait pas mal. Donc, je vais faire un stage en radio. Donc, la radio la plus proche, vous la connaissez toutes évidemment, c'est Alouette. Et là, alors, révélation, en fait, la radio, c'est quand même super sympa. C'est le truc que j'ai sans doute fait dans ma vie qui est le plus sympa, même si j'aime beaucoup la télé. Donc, il y a une petite appétence particulière pour la radio. Et donc, voilà, je fais les flashs tous les week-ends pendant les vacances. Et puis, à la fin de ma licence, on me dit, si tu veux, on a un poste pour toi. Donc, je signe mon premier contrat à Alouette. Et je tire un trait sur les écoles de journalisme et les concours que j'aurais pu passer. Et donc voilà, pendant 5 ans, je vais faire une information locale, proche des gens. Et j'ai le privilège de rencontrer Alex et plein d'autres gens et de réveiller de ma voix tous les habitants du Grand Ouest, ou une grande partie, ce qui est quand même assez super. Et puis en 2007, je dois rejoindre mon mari qui est en région parisienne. Et donc je dois quitter mon boulot ici. Et surtout, je dois en trouver un autre, en fait. Donc, j'envoie pas mal de CV à droite, à gauche. Et puis, le chargé des recrutements d'RMC me rappelle et me dit, écoute, j'ai du boulot pour toi, mais c'est pas RMC, c'est sur une autre radio. Tu vas voir, ils sont très sympas, ça s'appelle BFM Radio. Et ça deviendra ensuite peut-être la chaîne économique que vous connaissez, BFM Business. Et donc, moi, à l'époque, BFM Radio, jamais entendu parler. Mais bon, il faut bien travailler, donc j'y vais. Et là, le choc culturel. C'est une radio économique et financière, ils parlent de bourse toute la journée, c'est un peu compliqué. Donc moi, ils font des flashs d'infos gênés quand même, général, donc ça je maîtrise, donc j'y vais. Et je commence à travailler comme ça, mais rapidement on me dit, écoute, si tu veux rester, il va falloir que tu te formes un petit peu quand même. Donc je vais aux conférences de rédaction, ces réunions là où les journalistes décident de l'actualité du lendemain, ce qui va faire la une, tout ça, et je comprends rien. C'est une langue étrangère. On parle d'entreprises que je connais pas, de patrons dont j'ai jamais entendu parler. Donc je tape leur nom en phonétique dans Google pour essayer de comprendre de qui on parle et de quoi on parle. Donc merci Google. Mais de fil en aiguille, je m'approprie un peu cette matière. Je travaille beaucoup, j'écoute beaucoup la radio, je lis les Échos beaucoup. Et je comprends 2-3 trucs. Et surtout, je comprends la chose sans doute la plus importante, c'est que l'économie, c'est avant tout des histoires. Or, quelle est la motivation la plus profonde de tous les journalistes? C'est de raconter des histoires. Que ce soit une rencontre sportive, une élection, n'importe quoi, un fait divers, on raconte toujours des histoires. Alors vous allez me dire, ok, mais l'économie, je vois pas bien. Quand je pense économie, je pense à des graphiques, je pense à des trucs type TLTRO, EBITDA, spread de taux, des trucs complètement barbares. Donc je vois pas bien où tu veux en venir, Aurélie, avec ton histoire d'histoire, justement. Et là, je vais vous prendre un exemple. On va comparer. Si je vous dis le PIB a progressé de 0,5% au deuxième trimestre, et si je vous dis Xavier Dupont de Ligonnès a disparu après avoir décimé sa famille, dans laquelle des deux phrases est-ce que vous voyez une histoire? Immédiatement. Dans la deuxième, évidemment, il n'y a pas de débat. Néanmoins,
Si on reprend cette phrase, le PIB progresse de 0,5% au deuxième trimestre, derrière, il y a plein d'histoires. Il y a l'histoire de, en fait, chacun d'entre vous, dès lors que vous consommez, vous travaillez, vous recyclez, et en fait, quand on tire tous ces fils, on obtient une photo d'un instant T du monde dans lequel on est. On a aussi la possibilité de le comparer avec ce qui a été fait avant, et on a surtout la possibilité de se projeter avec ce qui va venir derrière, avec notre futur, parce que ce sont des tendances. Et donc, j'ai compris que l'info-éco, c'était des histoires et que c'était aussi une information utile, un peu comme la météo ou le trafic peuvent l'être, mais que pour ça, il suffisait juste de bien le raconter, et de bien tirer tous ces fils, et de donner des perspectives. Et donc, pendant 15 ans, oui, à peu près, j'ai traité cette information-là tous les jours sur BFM Business. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, comme n'importe quelle information, elle pouvait aussi être biaisée. Elle est biaisée parce que, d'abord, c'est lié à ma propre personnalité. Je vois ce que je veux derrière les chiffres. Et puis, il y a aussi la ligne éditoriale du média. Il est soit un peu plus de droite, soit un peu plus de gauche, un peu plus sensationnaliste, un peu moins, un peu plus positif, un peu moins positif. Et donc, je vais vous donner un exemple pour ça, parce que je trouve que les exemples, c'est quand même ce qu'il y a de plus parlant. On va prendre l'inflation, qui, je crois, est un concept que désormais tout le monde connaît. L'inflation, si je vous dis l'inflation devrait atteindre 5,3% à la fin de l'année selon les prévisions de Bercy. C'est un unique fait indéniable, c'est la prévision du gouvernement, point. Néanmoins, moi, de mon point de vue de journaliste, je peux le traiter de deux façons différentes. Soit je peux vous dire, le pouvoir d'achat des Français attaqué, l'inflation devrait atteindre 5,3% à la fin de l'année, les Français auront sans doute bien du mal à boucler leur fin de mois. C'est pas faux. C'est un peu anxiogène, mais c'est pas faux. Je peux aussi prendre le contre-pied et dire le pouvoir d'achat des Français plutôt préservé, l'inflation devrait atteindre 5,3% à la fin de l'année en France, ce qui reste très relatif comparé aux plus de 10% en moyenne que devraient atteindre nos pays voisins de la zone euro. C'est pas faux non plus. C'est plus positif en revanche. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans l'océan d'informations là, dans lequel on est obligé de naviguer, aujourd'hui, il faut avoir comme boussole, à mon avis, de croiser les regards. Un seul regard ne peut pas vous donner la vérité absolue. Il n'y a pas forcément d'ailleurs une vérité absolue. Il y a plusieurs interprétations qui sont propres à chacun. Et donc, en matière de télévision économique, il n'y avait pas trop d'alternatives à BFM Business, la chaîne pour laquelle je travaillais. Donc, quand 3 fondateurs de Bismart m'ont appelé pour me dire « Écoute, on monte un nouveau média, est-ce que tu veux en être pour diriger la rédaction ?» J'ai sauté à pieds joints parce que j'avais l'opportunité de créer une ligne éditoriale à partir de zéro, en partant d'une feuille blanche, et surtout en recourant davantage à un journalisme qui commence à se développer en France, qui est le journalisme de solution. C'est ce que fait le magazine The Good, par exemple. Et donc, qu'est-ce que c'est le journalisme de solution ? Ça n'est surtout pas tomber dans la naïveté, le monde des bisounours. C'est plutôt partir des faits tels qu'ils sont, de façon factuelle, et ensuite d'aller chercher les solutions qui peuvent y être opposées. Ça peut être des solutions technologiques, par exemple, mais pas que. Et donc, je vais là aussi encore vous donner un exemple, parce que j'aime beaucoup les exemples. Prenons la sécheresse de cet été qui nous a tous beaucoup marqués. À la rentrée, moi, j'ai décidé de partir de ce fait-là et de faire une semaine spéciale sur l'antenne sur les solutions qu'on pouvait trouver. Les solutions qui sont aujourd'hui en train d'être inventées par les entreprises. Donc, on a parlé de dessalement de l'eau de mer, on a parlé de philanthropie environnementale, on a parlé des solutions technologiques qui sont en train d'être inventées par les entreprises ou même de celles qui existent déjà pour que nos entreprises ou nos foyers puissent moins consommer ou mieux consommer. Voilà, c'est ça le journalisme de solution en économie, c'est toujours partir d'un fait économique. Donc là, en l'occurrence, c'est un fait météorologique, la sécheresse, mais qui a un impact direct sur notre économie, sur notre agriculture, sur notre transport fluvial, sur la production d'énergie, par exemple, ou sur nos entreprises, et d'aller comme ça y chercher des solutions. Néanmoins, je suis bien consciente que ça reste un biais, ça reste mon prisme à moi. Donc, je reste convaincue qu'il ne faut pas que ce journalisme-là existe tout seul. Il doit exister aux côtés d'autres journalismes économiques, que ce soit BFM Business, Les Échos ou Le Figaro. Et c'est la somme
de tous ces prismes qui vous permet à vous ensuite d'avoir une information qui est équilibrée. Donc voilà, ce que je voulais terminer par dire, c'était que finalement, c'est mon choix à moi de vous présenter le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est mon choix à moi de mettre en avant les innovations, les transformations que mettent en place les entreprises et le monde des possibles qui s'ouvre à nous. Maintenant, ça reste votre choix à vous ensuite de vous en saisir. Merci.